Vous savez que dans ce monde-là, à la Banque centrale, c'est tous les 10 ans qu'on change de billets. Tous les 6 ans, on change la référence monétaire. Pourquoi? Par peur donc des faussaires, etc. Tous les critères de convergence, de sécurité qui sont mis à l'intérieur du billet, au bout de 10 ans, les faussaires les appréhendent et peuvent fabriquer des faux billets. Alors, tous les 10 ans, on change de gamme monétaire. Aujourd'hui, nous sommes en 2021 avec une gamme monétaire qui devait disparaître depuis 2012. Parce que la gamme actuelle a été mise en circulation en 2002. Or, en 2012, on devait la changer, on ne l'a pas changée. Nous sommes en 2021. Mais vous, les journalistes, posez la question, pourquoi, jusqu'à ce jour, on n'a pas changé de gamme monétaire? Appelez même le gouverneur de la Banque centrale qui vous explique pourquoi on n'a pas changé de gamme monétaire. Et c'est une décision technique ou une décision politique? Mais nous sommes avec vous, nous avons la chance d'être avec vous. Vous avez été directeur national justement de la Banque des États de l'Afrique centrale. Et donc je vous pose la question, pourquoi est-ce que cette gamme n'a pas été changée telle que vous le présentez? Simplement parce que la maguette a été fabriquée de la nouvelle gamme. La maguette a été fabriquée avec tout ce qui comporte de sécurité pour ce billet, les nouveaux billets. Mais ce sont les politiques qui ont bloqué. Et principalement celui du Congo, qui a bloqué, on ne change pas de gamme monétaire. Vous savez pourquoi? Mais parce que lorsqu'on change de gamme monétaire, on dit à chaque citoyen, vous avez 2 mois, allez faire l'échange à la Banque centrale ou dans n'importe quelle banque, mais on fixe un plafond. Si vous amenez 1 milliard, on regarde votre condition, vous avez eu le milliard, il faut justifier dans la banque, il faut justifier l'origine des fonds. Mais si vous avez 100 milliards, c'est encore plus grave. Mais si vous avez 1000 milliards, catastrophe. C'est ça qui justifie la situation dans notre pays. Voulez-vous dire qu'aujourd'hui les Congolais se retrouveraient avec beaucoup de liquidités dans leur maison qu'ils ne pourraient pas justement changer? Ou alors parlez-vous uniquement du président de la République, du chef d'État sortant? Les dirigeants congolais, les Congolais n'ont rien. Les dirigeants congolais se retrouvent avec beaucoup de liquidités à domicile. Ils ont peur, si on change de gamme monétaire, comment aller devant la Banque centrale pour justifier le fait qu'on en détient. Mais c'est très grave pour nous. Merci de nous retrouver une fois de plus sur les routes de cette présidentielle du 21 mars 2021 ici au Congo. Nous sommes sur les routes et nous retrouvons l'opposant Mathias Nzong qui est mobilisé comme de nombreux autres candidats pour demander les suffrages des Congolais. Nous le retrouvons pour aborder avec lui déjà le déroulement jusqu'ici de la campagne électorale. Nous allons aussi évoquer son engagement politique au sein de l'opposition congolaise, lui qui peut quelque part également être comptable du bilan du président Denis Sassou Nguesso qui brigue un nouveau mandat. Il a été ministre des Finances, même si cela n'a duré que 5 ans. Il a été directeur national de la Banque des États de l'Afrique centrale. Et aujourd'hui, il est engagé contre Denis Sassou Nguesso et toujours pour évoluer. Nous aborderons bien entendu voilà, la question du franc CFA pour lui qui a été à la Banque des États de l'Afrique centrale. Monsieur le Président, je vous remercie de nous recevoir. Merci beaucoup. On peut d'entrée de jeu se demander si vous allez y aller jusqu'au bout quand on sait par exemple que déjà en 2009 vous avez appelé au boycott, en 2016 vous n'y êtes pas allé du tout. Qu'est-ce qui fait croire aujourd'hui que vous allez aller jusqu'au bout? Bon, je vais aller jusqu'au bout. Pourquoi? En 2009 je n'ai fait qu'une partie de ma pré-campagne. Je n'ai pas passé par la campagne, mais seulement la pré-campagne. Et c'est le front auquel j'appartenais qui a décidé majoritairement que le front n'allait pas aux élections. Tous les partis du front ne devaient pas participer aux élections. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas participé. J'ai obéi à la discipline du front à l'époque. En 2016, nous avons décidé de ne pas aller parce qu'on n'a pas fait droit à l'illégalité. Le vote de 2016 s'est fait sur la base d'une constitution illégale et sur la base d'une violation du droit par le président Sassou. Il n'avait pas le droit, lui, de changer de constitution et les Congolais lui ont répondu 5% de participation seulement au référendum. Et il s'est présenté en 2016. Nous n'avons pas voulu faire le jeu de l'illégalité, mais il est parti. Mais il s'est proclamé élu à l'issue d'un hold-up, puisqu'il a été battu, et largement battu, et il s'est proclamé réélu. Donc par conséquent, ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller aux élections
Pour une simple raison. Si je prends en compte la transition dont vous avez parlé, le président Sassou a déjà passé près de 40 ans à la tête de notre pays. Mais il fait la routine. Il n'y a plus de politique. Il y aura d'autres. Il faut changer de politique. Les techniciens diraient changer de logiciel. Mais nous, il faut changer de politique. Non seulement changer de politique, mais changer les hommes qui sont de l'animer. Parce qu'ils ne sont plus aptes à proposer aux Congolais quelque chose de nouveau et sortir ce pays du trou dans lequel il se trouve. C'est cette politique qui a conduit le Congo dans l'impasse. Et elle ne peut pas sortir le Congo de cette impasse-là. Elle constitue un obstacle et elle ne peut pas constituer une solution. Alors ma candidature, c'est la solution que je propose aux Congolais et dit, si vous m'élisez, je ferai tout pour sortir le pays de l'impasse actuelle et propulser le progrès. Et un progrès qui est retenti à travers tous les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, le Congo est riche produit de pétrole, mais les Congolais sont extrêmement pauvres. Comment on peut être pauvre dans un pays riche? Ça ne se justifie pas. Le Congo produit énormément de pétrole, plus de 100 millions de barils de pétrole par an. Mais au prix actuel, même si vous prenez $46, le prix du baril, le moyen prix pour le budget 2021, mais le Congo ne devait pas avoir de problèmes. Mais malheureusement, le Congo est très endetté aujourd'hui. J'ai dit, on atteint 140% de PIB. C'est énorme, la dette est insoutenable. Dette intérieure comme dette extérieure, elle est devenue insoutenable. Et deuxièmement, il s'est créé une autre genre de dette. Les traders ont été choisis pour vendre le produit pour le Congo. Les Congolais n'ayant pas la capacité de vendre sur le marché pétrolier international qui est très complexe, mais on a requis le partenariat des gens qui sont des professionnels. Mais le Congo aujourd'hui, à travers sa société de pétrole, est endetté vis-à-vis des traders. Mais c'est inexplicable. D'où ça vient? Voilà la situation du Congo. Plus d'économie, plus de finances parce que l'État est illiquide, plus de réserves de change internationales. S'il n'y a pas la CEMAC et la communauté, s'il n'y a pas la CEMAC, le Congo ne paierait pas ses importations aujourd'hui, même les fusques alimentaires qui se chiffrent à plus de 770 milliards chaque année. Quand on vous écoute, on voit un pays en difficulté, on voit une économie exsangue, mais on se demande dans ce cas-là pourquoi ne pas laisser le président Sassou Nguesso, que vous présentez comme étant l'auteur de tout ceci, faire face à cela, quitte à ce qu'il soit peut-être stoppé net par la population. Alors comment vouloir diriger un pays qui se retrouve dans une situation aussi dramatique? Mais non, on ne peut pas laisser le président Sassou continuer, parce que s'il continue, ça va s'enfoncer davantage. Ce sera encore plus grave. Moi, à sa place, ce que je dis toujours, j'aurais tiré les leçons positives en disant « je n'ai pas pu, je me retire ». Quand il se présente à l'élection, franchement, je vous avoue, j'ai honte de moi-même de voir qu'il se présente avec un désastre causé au pays comme ça. C'était à lui de se retirer. Mais moi, je viens parce que j'ai une solution. Il y a une solution pour sauver le pays. Il faut stopper net. On ne peut pas laisser continuer. C'est comme quelqu'un qui a une grande blessure, qui s'est fait couper un artère, et puis après, on lui dit continuez à saigner. Mais s'il continue à saigner, il n'aura plus de sang. Quand on n'a plus de sang, on fait quoi? On meurt. C'est l'état du Congo aujourd'hui. Il vaut mieux arrêter par un bon pansement. Et le bon pansement, c'est ce que moi je propose. Une solution dynamique et novatrice pour sortir le Congo de ce marasme-là aujourd'hui. Quand on vous écoute, on a l'impression que les choses allaient tellement bien pendant que vous étiez au ministère des Finances. Mais les Congolais sont là pour en témoigner. Quand j'étais ministre des Finances, les paiements courants se déroulaient normalement. Il n'y avait pas illiquidité de l'État. Par contre, on a commencé à extérioriser beaucoup d'excédents budgétaires. Vous savez, quand la guerre est terminée, je suis nommé ministre des Finances, j'arrive au ministère des Finances. Vous savez ce que j'ai trouvé? Disponible 10 millions de francs CFA. Disponible 10 millions de francs. Vous pouvez diriger un État avec ça. Et en monnaie scripturale, on avait à peine 4 milliards de francs CFA. Mais on a également un pétrole, on a les glorieuses pétrolières qui arrivaient 2002, 2007, 2008. Voilà. On va avoir un baril qui va atteindre $150. D'ailleurs, le miracle... Absolument. Et c'est la raison pour laquelle à l'époque, ça allait tellement bien. En quelques temps, nous avons rétabli la situation et les Congolais qui avaient fui Brazzaville sont revenus.
pour profiter de ça, refaire leur maison, etc., etc. Et le Fonds monétaire n'a pas hésité à passer un accord avec nous. Parce que les règles étaient bien respectées, ça allait dans le bon droit. Mais aujourd'hui, le Fonds monétaire a peur, ne peut pas signer avec un pays qui est mal géré. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord avec le Fonds monétaire. Même si le Fonds monétaire le voulait aujourd'hui, on va quand même constater que le baril de pétrole est à moins de $50. Ça pourrait remonter, mais les prévisions, enfin les analystes sont pessimistes quant à une reprise très rapide de la courbe évolutive justement du prix du baril. Et à partir de là, on se demande si à votre époque au ministère des Finances, ça n'a pas quand même été facile parce qu'il y avait un baril qui se comportait déjà très bien et qui va bien se comporter jusqu'au jour où vous allez quitter ce ministère. Non, quelle aurait été ici la difficulté? Quand j'étais ministre des Finances, le Congo produisait moins de 50 millions de barils de pétrole. Et le baril a évolué que de $9 à $18. Donc c'est pas comme maintenant. Vous voyez, le baril dont on parle aujourd'hui, on a fait le budget 2021 avec un baril à $46, comparé aux $9 que moi j'avais. Et pourtant, les paiements se développaient très bien. C'était très bien géré, les finances publiques se déroulaient très bien. Malgré les tentatives de détournement ici à Dakar, tout marchait très bien, tout était très clair. Ça, je peux vous assurer, demander à n'importe quel Congolais, personne ne redoutait les paiements dans notre pays. Vous vous présentez comme étant l'homme de la situation aujourd'hui pour le redressement des caisses congolaises. Et quelque part, on se dit, mais est-ce que finalement, ce n'est pas uniquement un poste de ministre des Finances ici qui ferait l'affaire? Et comment voulez-vous que moi je devienne ministre des Finances alors qu'à la tête de l'État là-bas, ça ne va pas du tout? Je n'ai pas envie d'étaler ça ici. Vous connaissez très mal le Congo, mon frère. Le Congo, à la tête là-bas, c'est la tête qui bloque le fonctionnement normal du pays. Je peux vous poser beaucoup de questions. Pourquoi le Congo produit 140 millions de barils de pétrole? Le pétrole aujourd'hui est à $46, encore que c'est une base qui est fausse, puisque le pétrole américain a pris de $56. La mer du Nord, l'Oural, voilà les trois pétroles qu'on compare dans ce pays afin d'attirer ce qu'on appelle la décote. Une décote que moi j'ai laissée à $1,50, qui aujourd'hui est à $6, ce qui ne se comprend pas du tout. S'il n'y a pas d'envie de détournement, on ne peut pas arriver à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, c'est la tête. C'est la tête. Vous croyez que quelqu'un, un président de la République, peut tolérer ce qui se passe aujourd'hui? Nous n'avons plus de réserves de change internationales. On consomme grâce à la solidarité de la sous-région. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas l'affaire du ministre des Finances qui ne sait dire que oui. Et on invente des petits bricoles pour dire qu'on va redresser le pays. Non. Il faut une politique d'ensemble. C'est la politique d'ensemble qui amène la solution d'ensemble et qui permet aux institutions de fonctionner, y compris les institutions financières. Vous voyez? Et moi, j'ai dit, comme j'ai dit, j'ai besoin de 100 jours dès que j'arrive pour rétablir la liquidité générale de l'État, qui est la base pour reconstruire la liquidité générale de l'économie, qui permettra aux banques également, puisque les paiements courants auront repris, aux banques aussi de refaire leur liquidité. Et en ce moment-là, les choses iront dans... Mais nous sommes tous en Afrique centrale, non? Vous savez que dans ce monde-là, à la Banque centrale, c'est tous les 10 ans qu'on change de billets. Tous les 6 ans, on change la référence monétaire. Pourquoi? Par peur donc des faussaires, etc. Tous les critères de convergence, de sécurité qui sont mis à l'intérieur du billet, au bout de 10 ans, les faussaires les appréhendent et peuvent fabriquer des faux billets. Alors, tous les 10 ans, on change de gamme monétaire. Aujourd'hui, nous sommes en 2021 avec une gamme monétaire qui devait disparaître depuis 2012. Parce que la gamme actuelle a été mise en circulation en 2002. Or, en 2012, on devait la changer, on ne l'a pas changée. Nous sommes en 2021. Mais vous, les journalistes, posez la question, pourquoi, jusqu'à ce jour, on n'a pas changé de gamme monétaire? Appelez même le gouverneur de la Banque centrale qui vous explique pourquoi on n'a pas changé de gamme monétaire. Et c'est une décision technique ou une décision politique? Mais nous sommes avec vous, nous avons la chance d'être avec vous. Vous avez été directeur national justement de la Banque des États de l'Afrique centrale. Et donc je vous pose la question, pourquoi est-ce que cette gamme n'a pas été changée telle que vous le présentez? Mais simplement parce que la maquette a été fabriquée de la nouvelle gamme. La maquette a été fabriquée avec tout ce qui comporte de sécurité pour ce billet, les nouveaux billets. Mais ce sont les politiques qui ont bloqué. Et principalement celui du Congo, qui a bloqué, on ne change pas de gamme monétaire. Vous savez pourquoi? Mais parce que lorsqu'on change de gamme monétaire, on dit à chaque citoyen, vous avez 2 mois, allez faire l'échange à la Banque centrale ou dans n'importe quelle banque, mais on fixe un plafond. Si vous amenez 1 milliard
On regarde votre condition, vous avez eu le milliard, il faut justifier dans la banque, il faut justifier l'origine des fonds. Mais si vous avez 100 milliards, c'est encore plus grave. Mais si vous avez 1000 milliards, catastrophe. C'est ça qui justifie la situation dans notre pays. Voulez-vous dire qu'aujourd'hui les Congolais se retrouveraient avec beaucoup de liquidités dans leur maison qu'ils ne pourraient pas justement changer? Ou alors parlez-vous uniquement du président de la République, du chef d'État sortant? Les dirigeants congolais, les Congolais n'ont rien. Les dirigeants congolais se retrouvent avec beaucoup de liquidités à domicile. Ils ont peur. Si on change de garde monétaire, comment aller devant la Banque centrale pour justifier le fait qu'on en détient? Mais c'est très grave pour nous. Comment un pays peut faire le Congo, c'est un État fou. D'ailleurs, il y a un chef d'État américain qui disait que le Congo est un pays fou dirigé par un président fou. Mais voilà le résultat. On en est là. Le résultat est celui-là. Alors, ne nous faisons pas honte. Décidons. J'ai même proposé, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? Autorisons qu'on fouille les maisons de tous les responsables politiques pour voir qu'est-ce qu'ils détiennent dans leur coffre. On a dit non, il est fou. Comment il peut faire de telles propositions? Mais c'est une proposition positive, hein? Elle n'est pas folle. Quand on vous écoute, on comprend clairement que beaucoup de Congolais ont détourné beaucoup d'argent et que c'est cela qui a mis le pays dans la situation actuelle. Et donc on se demande, dans ce cas-là, pourquoi le président Sassou devrait lui seul porter toute la responsabilité justement de ces détournements-là? C'est un système, je n'ai pas dit, ne dites pas que beaucoup de Congolais ont détourné. Non, quand vous dites beaucoup de Congolais, ça dit les dirigeants congolais, en parlant de ceux qui ont eu accès à la liquidité publique. Oui. Volé. Regardez. Moi je vous donne seulement un petit exemple. Vous êtes venu par l'aéroport de Brazzaville. Elle a été refaite. Quand vous voyez les travaux qui s'y sont déroulés, vous estimerez ça à combien? Alors, moi, quand j'ai regardé, je doutais. Alors, je fais un tour à Niamey pour participer à la Fondation Jean Jaurès, à un forum sur les élections, la démocratie en Afrique. Je devais animer le secteur Afrique centrale. Et quand j'arrive à Niamey, je vois l'aéroport tel qu'il est. Je dis, ah bon, et vous, pour refaire tout ça, ça vous a coûté combien? Et les Nigériens m'ont dit, ah non, c'est le ministère, vraiment, on a dépensé beaucoup d'argent. J'ai dit, combien? 50 milliards. Alors j'ai ri, je n'ai plus continué, je suis parti. Parce que là, on a dépensé 250 milliards. Mais quand vous atterrissez à Brazzaville, franchement, vous croyez que ça, on peut dépenser 250 milliards pour ces bricoles qui ont été faites là? Et partout, c'est pareil. Partout, c'est pareil. On a refait la route qui quitte. Ce que nous appelons les 10 maisons à Mayamaya, c'est 3,5 km. 7 milliards et demi entre nous, franchement. J'ai interrogé une société de travaux, j'ai dit, mais enfin, dites-moi, quand vous travaillez 1 km de route, ça vous coûte combien? Là, c'est sans VRD, c'est à peu près 150 millions à 200 millions. Mais avec VRD, on peut aller jusqu'à 250 millions. Mais multiplier 250 millions par 3 km. Mais pourquoi ça va coûter 7 milliards et demi? Nous avons ici un ministère qui s'appelle le ministère des grands travaux. Voilà le gouffre. Tout est surfacturé dans notre pays. Mais pas l'essentiel. Vous, dans Brazzaville, vous avez honte. Il y a des grands quartiers dans Brazzaville qui sont inaccessibles. Même à pied, si vous avez peur, vous ne pouvez pas y aller. Dans Brazzaville. Toutes les villes, aller à Pointe-Noire, c'est encore plus grave. Notre belle ville océane, dont on parlait, aujourd'hui, là où on produit le pétrole, Pointe-Noire, c'est une catastrophe. Pas de rue, rien du tout. Et c'est pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'évasions, beaucoup de fuites qui expliquent cette situation. Mais peut-on dire qu'il s'agit là d'une corruption qui a été organisée depuis le sommet de l'État? Pourquoi avant nous ne nous plaignions pas de ça? Avait-il autant de liquidités? Pas autant de liquidités, mais prenons seulement le temps de Massamba Deba. Massamba Deba, en 1963, a créé beaucoup de petites unités économiques dans ce pays. Que les successeurs n'ont pas su gérer, qui ont tous disparu. Ça n'existe plus. Et à l'époque, quand l'abbé Flibert Yulou quittait la présidence du Congo, le budget du Congo n'excédait pas 2,5 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, on arrive à 4 000 milliards de francs CFA de budget. Parce que tout n'est pas comptabilisé, on arrive à ça. Mais pourquoi cette situation que nous vivons? Ce n'est pas normal. Alors il faut refaire. Pour ça, il n'y a qu'une seule solution. Nous sommes tous des Congolais. Nous n'allons pas faire la guerre, nous n'allons pas nous entre-déchirer. Il faut que tout le monde comprenne
qu'il faut changer de gouvernance à tous les niveaux. Changer de gouvernance et changer les hommes chargés d'animer cette gouvernance-là. C'est ce que nous proposons pour 2021. C'est la dernière année, sinon ce sera la catastrophe, la chute libre. C'est la dernière année, les Congolais doivent prendre leurs responsabilités pour dire attention, ça suffit. Permettez, et d'ailleurs vous avez vous-même fait le pont, permettez qu'on intègre la deuxième partie de cet entretien consacré cette fois-ci à votre programme politique pour ce mandat que vous demandez aux Congolais. Vous promettez le cœur de ce programme est économique avec une restructuration profonde qui devrait permettre une remise à niveau des finances publiques et permettre une relance économique même un peu plus tard. On se demande comment est-ce que vous allez vous y prendre. Vous avez tout à l'heure décrié ce qui a été fait, mais concrètement, sur quoi comptez-vous vous appuyer pour permettre cette relance? Cette mise à niveau et la relance par là. C'est très simple. Il faut rétablir les équilibres. Dès les 100 premiers jours, les équilibres seront rétablis. L'État redeviendra liquide à nouveau. L'économie redeviendra liquide. Le système bancaire redeviendra liquide et nous allons reformer l'administration. Avec un bon État, organisé, avec des hommes compétents, de bonne foi, des intelligences nécessaires dans ce pays, je vous assure que tout ira pour le mieux et les paiements courants reprendront. Lorsque les paiements courants reprennent, c'est tous les autres secteurs économiques qui sont attirés. Chacun consomme, chacun s'équipe. Je vous assure que l'offre cherchera à répondre à la demande. C'est ça qui est très important. Quand nous aurons fait l'équilibre avec un État super liquide, l'argent du pétrole ne sera pas placé à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 20 milliards de dollars placés à l'extérieur du Congo. 20 milliards, c'est énorme. Placés à l'extérieur du Congo. Alors pourquoi et par qui? Le Trésor congolais n'a pas un compte à l'extérieur. C'est un banquier qui vous parle. Mais c'est des individus qui ont des comptes ronflants à l'extérieur. D'où tirent-ils cet argent? Moi, j'ai passé toute ma vie dans la banque. Mais je n'ai même pas $1 million quelque part. Mais pourquoi des milliards de dollars au nom d'individus qui ne peuvent même pas justifier $1000 dans un compte? Pourquoi ces gens-là ont tant d'argent? Alors, comment est-il possible que l'on puisse avoir autant de liquidités en devises congolaises à l'étranger quand on sait que la dernière réforme de la Banque des États de l'Afrique centrale, justement, a donné un délai pour la fermeture de tous ces comptes-là et le rapatriement des devises à la Banque centrale? Voilà, vous me rappelez là la réunion de N'Djamena. Chaque État a pris l'engagement. J'ai encore la déclaration qui a été signée par les chefs d'État. Chaque pays a pris l'engagement, il faut rapatrier. Mais chez nous, vous savez comment on a rapatrié dans ce pays-là? 1050 milliards, 1300 milliards qu'on a rapatrié. Mais enfin, c'est une moquerie. C'est une moquerie. Rien qu'en Chine, vous pouvez avoir plus de 17 milliards de dollars en compte sur les comptes là-bas des privés congolais. Où est-ce qu'ils ont eu cet argent? Le président Sassou leur a-t-il demandé de prendre cet argent? Mais pourquoi, comment ils ont fait pour placer? Quand vous êtes... Et prenez l'exemple d'un enseignant. L'enseignant est dans sa classe, il a des élèves, et dit, bon, vous allez au tableau, écrivez, je vous aime. Et le gars vient écrire, je t'ai tué. On le blâme tout de suite. Mais quand ces gens-là ont mis l'argent là-bas, qu'est-ce qu'il leur a dit? Rien, ça dure des années. Surtout la SNPC. Quand une grosse société, la plus grosse société du Congo est gérée au plan familial, comment voulez-vous que les gens s'y intéressent? Ce n'est pas une affaire de famille, l'État. C'est l'affaire de tous les Congolais. Vous voyez? C'est très important ce que je vous dis. Très, très important. Il faut que tous, on sache que ce n'est pas comme ça qu'on gère un État. Pour que cela se fasse, il faut qu'il y ait une tolérance quelque part. Dans un État, on ne peut pas gérer avec l'impunité. La sanction seule corrige. Vous avez mal agi, alors vous êtes sanctionné. Vous avez bien agi, vous êtes récompensé. C'est pour ça que... Et regardez ce pays-là. Si vous faites le point, vous allez pleurer au Congo. Toutes les nominations sont ethnocentriques. Sinon, il n'y a pas de nomination. Prenez, faites le point. Que ce soit dans les directions centrales des entreprises, les directions centrales de l'État. J'aimerais que
Tout à l'heure, je n'ai pas très bien saisi le fond justement qui devrait permettre la réussite justement de ces 100 premiers jours que vous avez évoqués en parlant de la remise à niveau des caisses de l'État. Vous avez fait des promesses, mais toujours est-il qu'on se demande quelle est la formule magique que vous allez utiliser ou alors la formule tout court. Allez-vous prendre cet argent qui se trouve à l'extérieur du Congo, ramener cela au Congo pour enfler les caisses de l'État? Parce que pour ce qui est du prix du pétrole, cela ne va pas remonter très rapidement et donc on se demande comment est-ce que vous allez pouvoir faire sans argent. Comment ça? Mais vous pouvez toujours la question de baril. Vous êtes victime. Vous êtes victime du mensonge qu'on déverse. $46 de baril, c'est important pour nous. C'est déjà élevé. Je vous ai dit, quand il était mis, le baril était à $9. Et il n'y avait pas de problème. Reconstituer la liquidité aujourd'hui, c'est faire en sorte que tout ce que le Congo vend, ça rentre. Vous savez, moi, j'ai signé à la SNPC une convention. Quand ça a commencé, j'étais ministre des Finances. Quand ça a commencé à faire comme ça, j'ai dit, mais en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi la SNPC vend le pétrole et l'argent ne rentre pas au trésor? Quelle est cette histoire-là? Alors, j'ai fait venir le Fonds monétaire ici. Et sous le partenariat du Fonds monétaire, la Banque mondiale, nous avons signé une convention entre la SNPC et l'État. Quand vous vendez une cargaison, 2 cargaisons, 3 cargaisons de pétrole, vous avez encaissé l'argent, vous devez reverser au trésor dans les 72 heures qui suivent l'encaissement. Et vous êtes payé 1 à 2 dollars par baril pour refaire la trésorerie de l'entreprise. Voilà la convention que j'ai signée, qui est toujours là, mais qui n'a jamais été appliquée, qui a empêché l'application. Mais nous, quand on sera là, ça sera en application dans l'immédiat, dans la semaine même, et toute vente de cargaison, ça sera comme ça. Bon, évidemment, comme le Congo est endetté partout, il faut craindre les saisies. Par exemple, les traders peuvent venir saisir les ventes. Alors, il faut trouver un accord avec eux. Il faut former les traders congolais. J'avais proposé, aller avec l'aide d'une banque chinoise, d'une banque suisse, de former les traders congolais. Parce que le pétrole, c'est quoi? C'est d'avoir l'évolution des prix sur les différents marchés. Prendre la moyenne et mettre en place tout le mécanisme de protection, de couverture, des ventes. C'est ça le pétrole. Or, si vous n'avez pas ça, évidemment, au lieu de prendre les marchés tels qu'ils se présentent, vous allez vous borner seulement avec le spot. Le spot, c'est quoi? C'est vous traînez, vos cargaisons traînent en mer comme ça, et on lance un appel. Qui veut acheter? Qui veut acheter? Ça se passe comme ça. Et c'est ça qui est très important. Donc une bonne politique, écoutez, je connais la mécanique. Une bonne politique assurera à ce pays, dans un laps de temps, les ressources nécessaires pour redresser tous ces comptes-là. Nous allons à présent entamer la troisième partie en nous arrêtant sur la campagne telle qu'elle se déroule jusqu'à présent. Donc on a estimé qu'il y avait quelques petits problèmes liés à la mobilité ou alors à la mobilisation au cœur de cette campagne du côté de l'opposition. Vous, que dites-vous, vous qui êtes sur les routes en ce moment, vous, que dites-vous? Mais ce n'est pas la mobilisation, puisque vous allez voir, partout où je suis passé, l'enthousiasme a été délirant. La population a dit enfin, nous avons des gens qui peuvent nous apporter le changement. Mais par contre, le pouvoir qui a peur aujourd'hui, qui a peur du renouveau, qui a peur du cri de cœur des Congolais qui demandent le changement, met les obstacles. Ils ont institué des autorisations partout, mais payantes. Si vous voulez organiser une manifestation ici, il faut pouvoir avoir l'autorisation des autorités locales, mais vous payez minimum 80 000 francs pour pouvoir avoir l'autorisation. D'où ça vient ça? C'est en violation de la loi de 1960. D'où ça sort? C'est pour nous empêcher de faire. C'est tout. Et ensuite, vous voyez ce que j'ai vécu à Ouesso. Les gens sont rassemblés sur la place où on devait faire le meeting. Quand j'approche Ouesso, alors l'armée intervient pour disperser les gens. Comme on fait dans ce pays-là, on a peur les gens. Ah, ils vont tirer sur nous, tout le monde a fui. Comment comprendre? Parce que vous êtes vous-même escorté par les éléments des forces de défense, enfin de la police et quelque part même des forces de défense. Alors, bien sûr, comment est-ce qu'on peut vous protéger et vous empêcher en même temps de travailler? Oh là là, oh là. C'est toujours le même état, il sait ce qu'il a fait. Regardez, pour entrer dans Evo, je suis avec mes militaires, les voilà là. Rentrer dans Evo. À 12 km d'Evo, on vient de trouver un barrage. Des militaires, des gendarmes et des policiers. Qu'est-ce que, monsieur, vous n'entrez pas Evo avec vos armes? Nous avons passé un temps fou à 12 km d'Evo. Ils ne voulaient pas qu'on rentre. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà donné des instructions, pas de meeting de Mathias Nzong à Evo. Mais de quel droit? Je suis congolais. Même plus congolais que certains. Hein? Il a fallu palabrer et interroger les autorités pour dire, ma frère, c'est quoi cette histoire-là? Ah oui, bon, bah écoutez, libérez-les. Est-ce que j'ai besoin d'une autorisation pour circuler dans mon pays? Voilà ce qui se passe.
c'est vous dire que ça ne va pas du tout. Mais l'un des candidats, le président de la République, quand il se balade là, il met en jeu tous les moyens de l'État, y compris financiers. C'est ce qu'on a déjà arrêté quelque part. Et pourquoi nous alors? C'est la peur. Alors, mais le peuple a fait une démonstration à Ngo. Ma dernière étape, à Ngo, le maire de la ville a pris la décision, pas de meeting ici de Mathias Nzong. Le préfet s'est ajouté, le secrétaire général du département. Il n'y a pas de meeting. Le peuple a dit, bon, d'accord, si nous sommes le peuple, il y aura le meeting de Mathias Nzong ici. Et nous verrons. Et ils sont venus m'attendre à 2 km de la ville. Nous avons marché, on est rentré dans la ville. Ils étaient surpris, tant de la masse. Mais les policiers et les gendarmes se sont restés de coquevillés dans leur caserne. Parce qu'avec ça, là, si on va couper là-bas, ça va être dur. Ils ont laissé, j'ai fait mon meeting correctement, tout. Merci. On va sortir de cet entretien en évoquant maintenant le processus en lui-même électoral dans son organisation, le conseil électoral et voilà le dépouillement, la compilation et la centralisation des votes. Quel est le regard que vous portez sur tout cela? Est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui pour que Mathias Nzong ne se plaigne pas au soir justement de ce scrutin présidentiel? Mais je vous ai dit, le premier coup vient déjà du vote militaire. Les militaires votent le 17 mars. Suivant le principe électoral, quand vous avez fini de voter, on dépouille sur place. On érige le président, chacun signe et on donne les résultats. Mais pour les militaires, on vote le 17, on dit non, pas de dépouillement. Le dépouillement se fera le 21. C'est un premier couac qui va arriver. Deuxièmement, je vous ai dit, le corps électoral des militaires n'est pas connu. C'est eux tout seuls qui connaissent le corps électoral. Mais ces militaires n'ont pas été retirés du fichier général. Ça veut dire qu'ils vont voter en tant que militaires et ils viendront voter maintenant en tant que citoyens. Double vote. Ce qui n'est pas sérieux. Et ensuite, mais les listes électorales devraient être les listes électorales révisées après la concertation de Madingo. Mais on nous ressort les listes de 2016 non révisées. Avait-on le temps de réviser tout cela après Madingo? Mais nous sommes des hommes, si on s'était assis, on aurait trouvé une solution. Moi, j'ai proposé qu'on s'asseye. Évitons les déchirements, asseyons-nous, trouvons la solution la plus correcte. Est-ce que cela n'aurait pas conduit à un vide constitutionnel, un vide institutionnel, quand on sait qu'il fallait absolument que ces élections soient organisées dans le respect justement des délais? Non, pas du tout, pas du tout. C'est une décision politique. C'est une décision politique. Quand le monde politique d'un pays se retrouve mandaté par son peuple, il peut prendre n'importe quelle décision. C'est une décision de retrouver. Si les élections en mars 2021 s'avéraient trop rapprochées, nous pouvions les reposer de 2, 3, 4 mois. Et je l'ai proposé comme ça. C'est une décision politique. Quand nous avons fait la conférence nationale, c'est la décision politique. Elle prévaut sur tout texte, la décision politique. On aurait pu faire ça et je vous avoue, on aurait eu de bonnes élections. Mais ce qui se passe là, c'est une honte pour notre pays. Mais nous allons y participer en appelant les Congolais à prendre leurs responsabilités. Il n'est pas question d'un deuxième hold-up électoral dans notre pays à partir de 2021. Il n'est pas question, les Congolais ne l'accepteront pas. Voilà, on va sortir, Mathias Nzong, en vous posant une question assez directe sur le franc CFA, parce que vous avez été à la banque, vous avez été le directeur national de la Banque des États de l'Afrique centrale. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur cette monnaie? Mais je vous assure, bon, moi je suis un monétariste de formation. Les gens qui ne sont pas des monétaristes vont avoir un regard un peu biaisé de la question monétaire. La monnaie, c'est l'aspect structure d'une économie. Et la monnaie repose sur l'acceptation, c'est la confiance. C'est tout. Créer une monnaie, c'est bien, mais il faut que le peuple l'accepte. Créer une monnaie, c'est bien, mais il faut respecter les règles. Vous voyez, le franc CFA, il y a des règles qui ont été édictées dans les statuts de la Banque centrale. Vous savez que les pays là, nos pays ne peuvent pas faire des tirages à blanc n'importe quand. Il est prévu pour des nivellements de trésorerie, les publics, l'État, chaque État a le droit de tirer 20% de ses recettes d'exercice antérieur. C'est tout comme création monétaire à blanc. Et le remboursement se fait automatiquement. Donc on rétablit l'équilibre. Ça ne peut pas être inflationniste. Alors que les pays qui ont des monnaies nationales, qui n'arrivent pas à les gérer, et dis donc, quand ils mettent le pied sur la pédale, et l'inflation vole jusqu'à 50, voire 80%.
Donc il faut savoir gérer une monnaie, il y a des règles. Au niveau du franc CFA aujourd'hui, compte tenu du fait que nous avons une monnaie commune, toutes les décisions se prennent par consentement. C'est pour la raison pour laquelle on n'a pas changé la gamme des billets de 2002, parce que le consentement n'est pas réuni, le Congo fait défaut. Mais néanmoins, il y a ça. Deuxièmement, nous avons un fonds commun de réserve de change international pour permettre aux uns aux autres de ne pas être handicapés pour les importations. Donc pour l'instant, le franc CFA rend des services indéniables qu'il faut reconnaître. Mais chaque pays a le droit de créer sa monnaie. Ça fait partie d'un élément de souveraineté. Mais on ne crée pas la monnaie pour faire plaisir à qui que ce soit. On crée la monnaie pour propulser l'économie. Il y en a qui disent, voilà, si on crée la monnaie, ça va propulser l'économie. Mais non, c'est un tort. C'est un tort. Il faut savoir, il faut d'abord avoir une économie. Et c'est que nous avons une économie aujourd'hui qui peut soutenir une monnaie. Il faut d'abord avoir une économie qui peut soutenir une monnaie. Et cette économie, il faut la construire. Pourquoi n'avons-nous pas consenti à construire une économie en profitant du franc CFA et ensuite dire, bon, écoutez, mon économie est suffisamment solide, je peux créer une monnaie nationale, mais attention, il faut en créer les... Vous voyez, certains pays ont eu du mal à atterrir à la zone franc. Depuis que nous avons fait ça, il n'y a que la Guinée équatoriale qui a adhéré, puis la Guinée-Bissau. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les critères de convergence. Nous-mêmes en Afrique centrale, on a 4 critères de convergence que les autres pays ont du mal à suivre. Il y a le taux d'inflation, qui ne doit pas excéder 3%. Il y a le déficit budgétaire, qui ne doit pas excéder le même pourcentage. Et il y a le niveau des réserves de change internationales. Et il y a le niveau de la dette. Mais quand vous avez ces critères-là, qui sont les critères de convergence, alors il faut que... Et c'est ça qui permet le fonctionnement actuel. Et la Banque centrale est là pour veiller à ce que tout ça soit surveillé. Parce que les comptes sont tenus au jour le jour. Et on attire l'attention. Mais attends, il ne faut pas mêler la politique. Depuis qu'on mêle la politique à la Banque centrale, alors ça devient mauvais. Parce que nous, les Africains, ce qui importe, c'est le poste. Parce que, bon, avant, pour être gouverneur, il fallait être gouverneur, et il fallait être gabonais. Le vice-gouverneur doit être congolais, le siège est au Cameroun, le secrétaire général est tchadien. Depuis que la zone s'est élargie, avec la RCA et la Guinée équatoriale, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On dit que les principaux postes sont devenus tournants. C'est-à-dire qu'un gouverneur qui a fini de faire son mandat, ou deux, un autre pays doit prendre. Mais les sièges ne changent pas. Et c'est que le siège de la BDH a déjà quitté le Congo. N'a pas quitté le Congo. Le siège de la Banque centrale a déjà quitté Yaoundé, n'a pas quitté. Mais à cause de ça, alors nous risquons de connaître des imperfections, avec des directions qui ne sont plus capables de se défendre devant les autorités administratives. Quand un gouverneur d'une banque centrale n'est plus capable de défendre la monnaie, alors il s'élimine par lui-même. Les conditions d'aujourd'hui ne permettent plus à un gouverneur de la Banque centrale de faire face à un État pour dire non, vous n'avez pas respecté les critères dévolus. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle ceux qui ont eu bénéficié des crédits d'investissement au titre de l'article 19B des statuts de la Banque centrale aujourd'hui, ils traînent en haut du bilan de la Banque centrale des sommes importantes. C'est fixé, il faut rembourser. Il faut rembourser pour rétablir les équilibres. Mais les États tergiversent tout ça. Et ça, c'est notre propre faute. Améliorons. Le franc CFA n'est pas un obstacle. Au contraire, ça nous permet aujourd'hui. Vous savez, quand mon grand frère Alpha Condé a été élu président, devant la malgestion du franc guinéen, je lui ai dit, si dans un premier temps tu as des difficultés pour relancer ton pays, il ne serait pas mauvais d'adhérer à l'UEMOA. Adhérer à l'UEMOA, profite des bienfaits du franc CFA. Et avec, tu verras la nécessité ou non de créer ta propre monnaie. Il ne m'a pas suivi, mais parce qu'il est rentré dans le conseil des autres chefs d'État africains. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci à vous Mathias Nzong. Merci à vous également. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Nous avions donc sur ce plateau Mathias Nzong qui est sur les routes de cette présidentielle du 21 de ce mois de mars 2021 au Congo. Il est présenté par l'Alliance pour la République et la démocratie appuyée par la plateforme nommée Collectif des partis de l'opposition congolaise. Nous ne pouvons que vous souhaiter bon vent et bonne chance. Voilà, surtout bonne victoire. C'est très important. Merci à vous. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Voilà, on vous souhaite de rester simplement sur les antennes de la télévision panafricaine. Nous sommes toujours en tournée sur le terrain. Nous vous donnerons encore plus de candidats, encore plus d'informations autour de cette présidentielle congolaise de 2021.